Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur. Le mercredi dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant le code de la nationalité en autorisant la double nationalité aux citoyens mauritaniens. Ce projet de loi concrétise l'une des promesses du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de régler le problème des Mauritaniens de la diaspora ayant obtenu la nationalité mauritanienne étrangère et voulant garder la nationalité mauritanienne en ayant des liens avec les pays, avec la famille. Selon les déclarations du ministre de la Justice, les modifications apportées par le projet de loi simplifient l'acquisition de la double nationalité aux citoyens mauritaniens. La prochaine étape sera sans doute le passage de ce projet de loi devant l'Assemblée nationale, qui décidera de l'adopter ou non. Pour débattre de ce sujet de double nationalité, je reçois sur ce plateau ce soir M. Ngaïdi Abdoulaye Djibril, qui est directeur adjoint à la direction des affaires civiles et d'ISSO. Bonsoir et bienvenue M. Ngaïdi. Je reçois également Mme Koumba Kamara, qui est membre de l'Union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde. Bonsoir et bienvenue Madame. Bonsoir, monsieur. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vous propose de suivre d'abord cet élément introductif. Tous été pénalisés un peu par cette loi sur la double nationalité qui retirait automatiquement la nationalité mauritanienne à ceux qui avaient, pour des raisons X ou Y, choisi d'adopter une autre nationalité. Donc, je pense que malheureusement, beaucoup de Mauritaniens, qu'ils soient Soninké, Poulard, Wolof, Arabes, donc, sont dans le même cas que moi. Et c'est vrai que ça a causé pas mal de soucis aux Mauritaniens. Donc, c'est pour ça que nous saluons avec beaucoup d'enthousiasme, bien entendu, cette nouvelle réglementation donc, qui vise effectivement à faire sauter l'article 31 ancien et nouveau et les remplacer, bien sûr, par, on va dire, une automaticité, bien entendu, de l'acceptation de la condition de la double nationalité. Donc, nous nous en réjouissons et espérons qu'effectivement, les verrous qui restent encore sur le code de la nationalité seront enlevés. Parce que dans ce que j'ai cru comprendre dans la déclaration du ministre de la Justice, il y a encore pour nous Mauritaniens, parce que bon, on a beau avoir une double nationalité, qu'elle soit africaine ou étrangère, il n'en demeure pas moins que nous sommes Mauritaniens à part entière. Et donc le fait de continuer à mettre encore des conditions pour pour ceux qui ont cette double nationalité, c'est toujours problématique. Bien entendu, nous saluons déjà cette première mesure qui est tout à fait favorable et qui tout est positive. Mais nous souhaitons également que, effectivement, la condition restrictive qui consiste à empêcher ceux qui ont la double nationalité de pouvoir, compétir légalement dans notre pays, nous la regrettons quand même et nous espérons que dans les mois à venir, ou dans les années à venir en tout cas, cette condition de restriction serait également enlevée. Donc, le problème de la double nationalité s'est toujours posé pour la diaspora mauritanienne. La loi sur la nationalité, qui date de 1961 et reformulée en 2014, ne répondait pas aux attentes des Mauritaniens vivant à l'étranger. Le projet de loi relatif à la double nationalité constitue un pas important dans la mesure où il va changer le vécu de la diaspora. Nous souhaitons que le projet de loi soit ratifié par le Parlement. La diaspora constitue un important réservoir d'intellectuels, de scientifiques, de chercheurs, de cadres qui peuvent contribuer, grâce à la double nationalité, au développement économique et social du pays. En adoptant un conseil des ministres de mercredi 17 juin 2021, le président Mohamed El Ghazouani a fait preuve d'une bonne avancée dans sa démarche de reconnaître les compétences de la diaspora mauritanienne. Une très bonne nouvelle pour cette diaspora qui, dès l'instant que cette double nationalité sera acquise, va participer de manière active au développement de notre pays qui est la Mauritanie. Voilà. Donc, tous les Mauritaniens, toute notre reconnaissance sont à l'endroit du président Mohamed Ould Ghazouani qui a tenu cette promesse qui date de longtemps, des années que la diaspora a demandé cette double nationalité.
pour faire valoir ses droits auprès de sa patrie. Nous demandons une simplification de la démarche et que la nationalité soit intégrale pour les Mauritaniens, parce qu'on ne peut pas dire qu'un compatriote il est mauritanien, alors qu'on le prouve dans un certain nombre de ses droits civiques. Donc, nous demandons à la représentation nationale et à son Excellence El Ghazouani de bien vouloir lever les autres verrous pour que la diaspora mauritanienne puisse jouir de tous ses droits comme tout citoyen de ce pays-là. Bonsoir, M. Ngaïdé. Donc, vous allez nous parler d'abord du processus dans lequel est entrée cette loi. Je vous remercie, M. Yadali. Comme vous le savez, la double nationalité consiste à posséder simultanément deux ou plusieurs nationalités. Comme vous le savez, en 1961, il y avait une loi qui disait que tout Mauritanien qui a une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité mauritanienne d'origine. Donc, en 2010, cette loi de 1961 a été modifiée à son article 30 et 31 et qui dit que tout Mauritanien qui obtient une nationalité étrangère peut conserver sa nationalité mauritanienne d'origine, mais par décret du président de la République. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une condition. Il y avait une condition. Et c'est pour cette raison, son Excellence le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, avec les doléances de la diaspora, comme un engagement électoral, il a décidé en quelque sorte de respecter cet engagement politique, en quelque sorte en modifiant cet article 30 et 31 et dire désormais que tout Mauritanien qui a une nationalité étrangère est autorisé à conserver sa nationalité mauritanienne d'origine. Donc ça, pour vous rappeler que ça c'est une doléance de la diaspora mauritanienne qui a été respectée ici. Madame Koumba, un mot sur... Bonsoir, M. Dali. Je me présente Koumba Kamara. Je représente ici l'Union des communautés mauritaniennes dans le monde. Effectivement, je rejoins M. Gaïdé du ministère. J'espère qu'il va nous éclairer davantage sur ce projet de loi. Mais nous ne pouvons que saluer ce projet de loi. Effectivement, ça faisait toujours partie des doléances de la diaspora mauritanienne partout dans le monde. On l'a vu tout de suite, M. Ngaïdé, les intervenants, notamment le premier intervenant, a parlé de verrou. Parce que ce qui a attiré l'attention des gens, c'est quand le projet de loi a été, quand le décret, quand l'annonce a été faite par les ministres de la Justice, il avait dit qu'il y avait des postes qui ne pouvaient pas être brigués par des personnes qui avaient des doubles nationalités. Ça a créé une sorte de grincement dedans. On va avoir plus d'explications là-dessus. Bon, pourquoi quand moi je suis par exemple d'origine mauritanienne, je suis franco-mauritanien, je ne peux pas par exemple avoir de poste de ministre, etc. Comment vous expliquez cela? C'est-à-dire que pour vous rappeler d'abord que ce projet de loi qui est là, c'est une revendication de la diaspora, comme je vous ai bien dit. Donc, il y a, pour l'instant, c'est un projet de loi qui sera soumis au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, une fois que cela sera soumis à l'Assemblée nationale, après les discussions et les débats, il y aura un décret d'application et ce décret va compléter la liste d'incompatibilité. Donc, je pense qu'aussi, c'est-à-dire qu'on est à l'image des autres pays. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, quand on détient deux nationalités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir certaines responsabilités. C'est ça, certains verrous qui posent. Mais je pense qu'avec l'application, avec en quelque sorte le décret d'application qui sera mis en vigueur, je pense que dans les moments à venir, ces éléments-là seront en quelque sorte mis en cela. Et que je pense que je suis certain aussi que son Excellence le Président de la République, sa mission et son rôle et sa vision, c'est de, en quelque sorte, soutenir la diaspora. Donc je pense et je suis certain aussi que tous ceux qui porteraient atteinte à cette diaspora, il ne le fera pas. Et ça, j'en suis sûr et certain. Madame Koumba? Oui, effectivement, la diaspora a bien accueilli la nouvelle. Nous l'avons si bien vu tout à l'heure par les interventions. Avec quelques réserves? Voilà, oui, bien sûr, j'en viens. Avec les interventions des collègues de Paris que je reconnais très bien. Oui, mais on salue d'abord l'acte du président de la République. Parce que comme on vient de le rappeler, tout le monde l'a rappelé, la loi
de 112-61, on ne pouvait pas être français et mauritanien. Après, il y a une évolution, 023 de 2010. Là, il faut faire une demande auprès de du président de la République. Et ces demandes-là, je peux vous dire en pourcentage, peut-être que s'il y a 2000 personnes qui ont déposé leur demande auprès de la présidence, peut-être qu'il y a 10% qui ont été satisfaits. Donc maintenant, si nous arrivons à ce projet de loi, nous croyons très bien que, et nous saluons cet acte courageux du président de la République qui a répondu à nos doléances. À chaque fois que le président a rencontré les membres de la diaspora, moi-même je peux en témoigner, en mars 2021 de cette année, d'ailleurs il y a certains éléments de la diaspora de Paris qui ont été reçus avec moi-même par le président de la République à l'ambassade. Donc, et il nous avait dit à l'époque, ça faisait partie de nos doléances, bien sûr qu'il y en a d'autres, mais ça faisait partie de nos préoccupations majeures parce que c'était vraiment difficile pour les familles qui avaient eu des enfants à l'étranger et qui ne pouvaient pas tout simplement dire que je suis franco-mauritanien. Parce que pour devenir mauritanien, c'était une procédure énorme. Donc nous ne pouvons que saluer cette loi-là, ce projet de loi que j'espère qui va évoluer, comme elle a évolué de la loi de 112-61 à nos jours. Donc nous espérons qu'à partir de 2021, cette loi va être votée par le Parlement. Et comme vient de dire, M. Ngaïdé me rassure quand même sur un point, le point que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que les freins que les collègues viennent d'énumérer dans le reportage, il dit qu'il y aura des décrets qui vont suivre la loi. Et nous attendons avec beaucoup d'impatience ces décrets. J'espère que tout le monde va rentrer dans ses droits de manière vraiment inclusive, que tous les Mauritaniens seront égaux en droit et en devoir. M. Ngaïdé, comment se faisait le processus d'acquisition de nationalité quand, par exemple, quelqu'un avait une nationalité étrangère et qu'il voulait avoir la nationalité mauritanienne? Vous nous expliquez un peu le processus, quelles sont les démarches qu'il faisait? Le processus était trop lourd et trop compliqué parce que pour un Mauritanien qui a une double nationalité, en quelque sorte, le processus, ça se passait de cette façon. Il devrait d'abord présenter ses papiers mauritaniens, son extrait de naissance en Mauritanie, arabe et en français, son passeport français ou son passeport étranger. S'il a des enfants aussi qui veulent conserver leur nationalité, il fait joindre les papiers de tous ses enfants et de toute sa famille. Donc, une fois qu'il a déposé la demande au niveau du ministère de la Justice, on va faire ce qu'on appelle le décret de conservation à la nationalité mauritanienne. Ce décret, on va l'envoyer à la primature, à la direction de la législation qui est chargée de viser le document. Une fois que le document revient au ministère de la Justice, on met ça dans un paraphère, on l'envoie à la présidence. Donc, il y a énormément de dossiers qui ont été envoyés à la présidence. Donc, on a compris que la demande est elle est très forte. Donc là, on a compris que vraiment, il est nécessaire que ces gens de la diaspora, nous-mêmes, parce que moi personnellement j'ai été chef-service de la double nationalité pendant pratiquement 3 ans. Donc j'ai vu la situation de ces gens de la diaspora, j'ai vu la souffrance qu'ils ont vécue, indépendamment du visa qu'ils payent 55 € une fois à l'aéroport, indépendamment de tout cela, ils se sentent comme s'ils ne sont pas Mauritaniens une fois à l'aéroport. Parce qu'il y a certains qui me disent, une fois à l'aéroport, ils sont en rang avec des étrangers pour faire le visa. Donc le sentiment d'appartenance à un État est exclu dans ce cadre. C'est pour cette raison qu'il salit cette loi, de la double nationalité. Madame Koumba, est-ce que vous avez vécu cette situation? Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je connais la communauté. Des gens je connais la communauté mauritanienne dans sa globalité. J'ai quand même fait l'Afrique, j'ai quand même fait beaucoup de pays. Par rapport parce que mon mari était dans le système des Nations Unies. Donc je connais l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Donc tous les Mauritaniens sont confrontés au même problème. Comme vient de dire le représentant du ministère de la Justice, je me réjouis d'ailleurs parce qu'ils étaient au courant de nos problèmes. Quand nous, on revendiquait, ils étaient là, à l'écoute, ce qui est bien.
c'est vrai, c'était trop lourd pour les familles. Pour venir en vacances, par exemple, une famille de 5 enfants, une famille nombreuse, pour venir en vacances, le problème c'est, il y a un côté financier. Il faut payer 50 € à l'aéroport par enfant. Une famille de 5 enfants avec 2 adultes, c'est combien? 7 personnes. 50 €, donc le budget des vacances déjà est réduit. Ça, c'est un problème. Et comme vous avez dit, effectivement, nos enfants qui sont nés à l'étranger, ils sont fiers de dire que je suis Mauritanien, je suis français. Mais quand ils viennent à l'aéroport de Nouakchott et faire le rencontre avec des Français de souche, il y en a qui disent que moi je suis français, et eux ils disent je suis Mauritanien, je suis français, tu viens dans ton pays, tu es considéré comme un Français. Donc ça, c'était un problème lourd sur les enfants de la deuxième, troisième génération d'immigrés. Et le deuxième point, ça facilite aussi. Ces gens, il y a beaucoup de gens qui ont pris la nationalité, ce n'est pas parce qu'ils veulent le prendre, c'est par nécessité. Il y a des pays, d'ailleurs en Afrique, on ne peut pas, par exemple, l'Angola que je peux citer, que je connais, on ne peut pas être dans le secteur minier si on n'a pas la nationalité angolaise. En tout cas, jusqu'en 2005. Donc, ces gens qui prennent la nationalité angolaise, ce n'est pas par plaisir, c'est par nécessité. Et tout le monde sait aussi, surtout nous qui sommes dans la diaspora, qui connaissons la diaspora mauritanienne dans sa globalité, les Mauritaniens, ça, on peut s'en réjouir. Ce sont des gens qui n'oublient jamais la patrie. Ce sont des gens qui travaillent à l'étranger pour revenir investir ici. La preuve, l'union que je représente ici ce soir, et il y a des membres qui sont en Chine, qui sont des commerçants. Nous avons des membres qui sont des intellectuels qui sont aux États-Unis. Nous avons des membres intellectuels en France que vous venez de voir tout de suite dans le reportage. Nous avons des ouvriers. Surtout, je vais vraiment m'attarder sur le cas de ces ouvriers. Ces gens qui se réveillent à 4 h du matin, qu'il neige ou qu'il pleuve, pour chercher de quoi faire vivre leur famille. Et pour entretenir la famille qui est restée ici en Mauritanie. Et ces gens, M. Yedali, je peux vous rassurer, bon, lui il dit qu'il les connaît déjà, ils ne pensent qu'à la Mauritanie. Ils ne pensent pas à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'au pays. Donc, aujourd'hui, avant de venir à votre émission, je ne vous le cache pas, j'ai eu des débats avec beaucoup de gens de France, surtout parce que je représente la France, la diaspora française dans l'Union, qui m'ont dit, je vais à l'émission pour parler de la double nationalité. Ils ont dit vraiment, il faut dire qu'on est content, on est satisfait. Et saluer cet acte du président de la République. Parce que quand même, ça faisait partie, bon, peut-être que quand on va rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que ce n'est pas le débat, il y a d'autres sujets qui nous intéressent, qui constituent aussi des problèmes, le sujet de l'enrôlement. On ne pouvait pas recenser ces enfants si on est français. Donc, pour enrôler ces enfants, il fallait avoir la double nationalité. Et quand on dépose, comme je disais, en pourcentage, par an, c'est 10% des expatriés qui ont le décret de naturalisation. Vous imaginez combien d'enfants restent sans papier mauritanien, alors qu'ils se disent que j'ai quand même mes parents, je suis mauritanien. Et parce que quand on est à l'étranger, on veut inculquer les valeurs du pays à nos enfants. Et on est fiers d'être mauritanien. Donc vraiment, je ne veux pas m'attarder, monopoliser le débat parce qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est quelque chose que nous saluons. Nous remercions le président de la République et le gouvernement. Et nous pensons que le projet de loi sera adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et dans les meilleurs délais. Parce que là, j'espère que ça va être dans les meilleurs délais. C'est la période des vacances. Et les familles vont venir en Mauritanie. Une famille de 6 ou 5 enfants, c'est vraiment un budget. Monsieur Ngaïdé, vous pouvez rappeler aux téléspectateurs comment se faisait d'abord l'acquisition de la nationalité mauritanienne? Comme je vous ai dit, l'acquisition de la double nationalité. Comment on devient mauritanien? Comment on devient mauritanien? C'est-à-dire que pour devenir mauritanien, il y a deux façons. Là, quand on parle, par exemple, de la conservation de la nationalité, quand on parle d'un Mauritanien qui a acquis une nationalité étrangère... Non, c'est pas ça. Comment on peut dire que moi je suis mauritanien? Comment on devient mauritanien?
C'est-à-dire qu'on n'est pas étranger. On peut devenir... Est-ce qu'on est mauritanien parce qu'on est sur le territoire mauritanien ou parce qu'on a un père qui est mauritanien ou une mère mauritanienne? On est mauritanien parce qu'on a un père mauritanien ou une mère mauritanienne. Ou bien les deux. C'est ça qui vous donne la nationalité. La nationalité. Par exemple, je vais vous citer un cas, parce que par exemple, il y a des Mauritaniens qui ont une nationalité étrangère dont leur père n'est pas mauritanien. Avec le recensement biométrique, ils n'ont pas pu accéder au papier mauritanien. Donc, ils sont obligés d'aller au tribunal faire ce qu'on appelle un jugement de filiation, c'est-à-dire ce jugement permet en quelque sorte de leur lier avec une paternité avec leur maman qui est pour son appartenance sur le territoire mauritanien. Avec ce papier maintenant, il peut demander en quelque sorte ce qu'on appelle le document de la réintégration à la nationalité mauritanienne. C'est-à-dire la réintégration à la nationalité mauritanienne, c'est pour permettre à cet individu qui avait perdu sa nationalité mauritanienne, il avait perdu simplement parce qu'il avait obtenu une autre nationalité, il a passé par l'aéroport ou bien par une frontière, il a pris ses empreintes, donc là il va perdre automatiquement sa nationalité mauritanienne. Mais avec cette réintégration que je vous ai dit, il peut demander ce qu'on appelle la réintégration, mais en utilisant le document de sa mère. Donc là, c'est pour vous dire qu'on est mauritanien, soit par notre père ou soit par notre mère. Je vois ici l'article 13 de la loi de 61. Peut opter pour la nationalité mauritanienne dans l'année précédente sa majorité. L'enfant né à l'étranger d'une mère mauritanienne et d'un père de la nationalité étrangère. C'est-à-dire qu'il peut opter pour la nationalité mauritanienne. Deuxième point, l'enfant né en Mauritanie des parents étrangers s'il réside en Mauritanie depuis 5 ans. Bon, là, je vais vous éclaircir parce qu'il y a ce qu'on appelle la naturalisation. La naturalisation, elle concerne les étrangers qui vont acquérir la nationalité mauritanienne. Par exemple, un étranger qui a fait 5 ans en Mauritanie, mais à condition qu'il soit marié à un Mauritanien, ou une femme étrangère, une femme mauritanienne qui s'est mariée à un étranger, c'est-à-dire pour demander à ce que son mari obtienne la nationalité mauritanienne. Par contre, un étranger qui a fait 10 ans sur le territoire mauritanien peut aussi opter pour la nationalité mauritanienne. Donc là, c'est dans le cadre de la naturalisation. C'est-à-dire c'est pour vous dire qu'il y a 3 éléments. Il y a un élément qu'on appelle la conservation, c'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est cette loi qui a été en quelque sorte adoptée, approuvé au Conseil des ministres. Mais donc il y a un autre aspect qu'on appelle la réintégration. Je vous ai dit que la réintégration, c'est pour des Mauritaniens qui ont une autre nationalité, mais qui, par le recensement biométrique, n'ont pas pu, c'est-à-dire s'enrôler simplement parce que lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport ou bien dans les frontières, ils avaient mis une empreinte. Donc cette empreinte-là a fait que leur numéro national d'identification a été bloqué. Et avant, ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que normalement l'individu devrait en quelque sorte faire une demande de réintégration à la nationalité mauritanienne. Et cette demande de la réintégration à la nationalité mauritanienne, il doit faire ce qu'on appelle une enquête de moralité à la sûreté. Une fois que le procès verbal de l'enquête revient chez nous, on procède à un décret de réintégration qu'on va faire la même procédure qu'on faisait pour la conservation, donc on va faire la même chose. C'est-à-dire que déposer ce dossier de réintégration à la direction de la législation et l'amener à la présidence de la République et sera signé par un décret. Madame Kouba, est-ce que vous avez une idée des Mauritaniens de l'étranger? Ils sont à peu près combien? Non, je n'ai pas de chiffres. On parle d'un demi-million, est-ce que c'est approximatif? Je n'ai pas ces chiffres-là, je ne vais pas... Mais quand on parle de la diaspora, les gens, tout le monde pense que c'est seulement l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Il y a une diaspora aussi en Afrique. En Côte d'Ivoire, exactement. Côte d'Ivoire, moi j'ai fait l'Afrique centrale, au Congo, au Brazzaville. D'ailleurs, dans l'Union, nous avons tous ces représentants qui sont partout dans le monde. Donc, je n'ai pas une idée exacte. Je ne vais pas avancer des chiffres que je ne connais pas. Mais il y a beaucoup de Mauritaniens à l'étranger. Et surtout, les enfants qui sont issus de l'immigration. Et ces enfants-là, de plus en plus, ils veulent se revendiquer des pays d'origine de leurs parents. Ça, c'est un fait qui est connu de tous les pays actuellement, par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans le monde, que vous n'ignorez pas. Mais cette diaspora, il y a le deuxième problème qui n'est pas notre sujet,
mais qui fait vraiment partie de nos doléances, c'est le recensement. Il vient d'évoquer tout de suite. Parce qu'on ne peut pas avoir la nationalité si on n'est pas recensé. Si vous n'êtes pas recensé, vous pouvez pas. Donc le recensement fait partie du sujet parce qu'il faut d'abord se recenser afin de pouvoir réclamer une nationalité. Il faut que les parents soient recensés d'abord et avoir la double nationalité pour que les enfants par la suite soient recensés. Je crois que ça facilite les choses. Exactement. Ça facilite. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les restrictions et tout ça, ça je suis satisfait ce soir. Quand je venais ici, c'était le débat. C'est le débat partout dans la diaspora. Une loi, donc on nous donne, comme il y a un vieil adage soninké qui dit que quand on égorge un bœuf, le voisin qui n'a pas on ne peut pas donner la tête du bœuf au voisin et retirer la langue du bœuf. C'est-à-dire qu'on donne la tête sans la langue. Donc il y a eu tellement de débats autour de ça ces derniers jours, depuis la proposition de loi. Et maintenant qu'il nous rassure quand même un peu pour nous dire qu'il y aura des décrets qui vont suivre la loi. Et j'espère que ces décrets-là vont... Je suis sûre quand même, je ne pense même pas, je suis sûre, parce que nous avons rencontré quand même le président de la République. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Et il valorise vraiment l'apport de la diaspora. Parlez-nous de l'apport de la diaspora. L'apport de la diaspora, elle est évidente. Elle est évidente. La diaspora, elle est, par exemple, si je vous parle des trucs concrets, la diaspora du Guidimara, parce que je suis ici du Guidimara. Qu'est-ce qu'elle apporte au Guidimara? Elle apporte beaucoup. Comme elle quoi, construit des mosquées. Vous allez me dire, une mosquée, c'est pas source de... Ça, c'est pas de l'emploi? Non, mais bon, ça permet quand même, ça diminue. Ça permet aux gens de prier, peut-être? Oui, exactement, c'est hyper important. On est une république islamique de Mauritanie. On prie et après? Et deuxième, ça apporte beaucoup à l'économie. Elle crée de l'emploi, oui. Parce que la diaspora mauritanienne, par exemple en France, sont tellement bien organisés. C'est comme si ils sont dans les villages. Il y a des cotisations mensuelles de chaque village. Quand il y a un problème dans le village, on se réunit, on règle le problème. Et la diaspora dans le monde, par exemple, moi je suis avec des membres de l'Union qui sont des hommes d'affaires, qui ont des entreprises à l'étranger, en Chine, et qui ont des entreprises en Mauritanie. Et les devises aussi, ça vient d'où? Ça vient de la diaspora. Aussi, surtout les questions de diaspora, l'apport, c'est une richesse culturelle aussi. Culturelle. C'est une richesse énorme. Avoir une double culture, c'est énorme. Il ne faut jamais renoncer à sa culture d'origine, mais l'apport socio-culturel, elle est énorme, et socio-économique surtout. Donc le président, quand il est venu à Paris, il a valorisé cet apport-là socio-économique que les gens ont apprécié. Et tout le monde sait ici que la diaspora, que ça soit... bon, aussi je reviens sur l'apport des intellectuels. Pourquoi pas? Il faut pas... C'était quand M. Ngaïdé disait tout à l'heure que la loi, il y aura des décrets d'application. J'ai pensé à une chose. Oui, parce que ça, on en a débattu et on s'est dit que les footballeurs, par exemple, ils sont français, ils sont mauritaniens. Un ingénieur, pourquoi se priver de la valeur ajoutée d'un ingénieur mauritanien? Pourquoi se priver de la valeur ajoutée d'un médecin mauritanien? Donc, ce qu'il dit par rapport à la loi, les décrets d'accompagnement, j'espère que ça va pallier à ce problème-là qui inquiète un peu une partie de la diaspora. Mais toujours, nous sommes satisfaits. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction cette loi-là que nous avons attendue. Et vraiment, tout le monde s'est battu pour ça. Si nous voyons maintenant notre gouvernement nous écouter, et vraiment, c'est un grand plaisir. M. Ngaïdé, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre, un pourcentage sur le nombre de Mauritaniens qui jouissaient de la double nationalité? Bon, c'est-à-dire le nombre sur 100 dossiers qui sont déposés, combien étaient acceptés? Bon, moi, c'est à partir de 2018 que j'ai commencé à être chef de service de la double nationalité. Donc, en ce temps, on avait à peu près plus de 3000 dossiers qui sont déposés. 3000 ou 4000 dossiers qui sont déposés par an. Mais parmi ces dossiers, il n'y a qu'une vingtaine qui obtenaient le décret. Une vingtaine de dossiers.
Donc ça veut dire qu'avant tout, il y a la lourdeur administrative. Il y avait la lourdeur parce que les dossiers étaient lourds, étaient nombreux. C'est-à-dire que la demande était forte. Il y avait pratiquement tout le monde demandé. Et une fois aussi qu'on amène les dossiers à la primature, là aussi, il y a un processus qu'il fallait suivre pour obtenir c'est-à-dire le visa de la législation. Et une fois qu'on termine aussi, on les envoie à la présidence. Là aussi, c'est-à-dire que la signature, ça ne respectait pas son cours. Donc c'est pour cette raison, en tout cas moi quand même, comme l'a si bien dit Mme Koumba, que je salue au passage, et puis vraiment, nous sommes très contents et très fiers de cette loi. Parce que ça permet, c'est-à-dire en quelque sorte, à la diaspora de ne pas continuer à subir les préjudices qu'ils avaient subis. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux, comme elle l'a dit, qui disaient qu'ils avaient un rêve. Leur rêve, c'est de revenir dans le pays et partager leur expertise, leurs connaissances avec les Mauritaniens, avec leurs sources. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés là-bas et qui veulent un jour rentrer dans leur pays sans tracasserie, et investir dans leur pays et apporter leurs expertises dans leur pays. Donc là, quand même, je pense aussi que c'est un élément essentiel et important pour le développement. Et je tiens aussi à rappeler à la diaspora et au monde entier que ce projet de loi qui a été fait, ça a été fait pour le développement de la Mauritanie. Parce que ces gens qui sont au diaspora, comme elle l'a dit, moi je suis de Djewol, dans notre région, eux aussi ils font un apport essentiel dans le développement de nos régions. Un apport économique. Parce que nous, nos diasporas, ils construisent des hôpitaux, ils participent à la construction des écoles, ils font énormément de choses, donc il y a une valeur ajoutée. Donc le fait que son Excellence le Président Mohamed Cheikh Ghazouani a permis à cette loi d'exister, cela en quelque sorte permet le développement. En tout cas, on est vraiment satisfait de cette loi. Vous pouvez partager avec nous si vous avez le préambule sur la loi? Oui, c'est-à-dire que la préambule sur la loi, il y a la double nationalité qui consiste à posséder simultanément deux ou plusieurs nationalités est une situation répandue dans le monde d'aujourd'hui. En effet, dans un contexte marqué par l'intensification des échanges humains et économiques, accentué par la multiplication des accords internationaux tenant à la libre circulation des biens et des personnes, les étrangers qui apportent un plus-value à l'essor des pays d'accueil demandent de plus en plus la citoyenneté, mais souhaitent conserver leur nationalité d'origine. C'est-à-dire qu'ici, quand on parle d'étrangers, c'est qui? C'est-à-dire on parle des étrangers qui ont pris la nationalité. On parle des étrangers en se basant sur la loi de 61 qui dit que tout Mauritanien qui obtient une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité. L'article 30 et 31. Ce sont les plus importants. Il y a un autre élément aussi, quand on parle des étrangers, c'est-à-dire on fait appel à cette loi qui a été modifiée en 2010 qui dit que tout Mauritanien qui obtient une nationalité étrangère doit au préalable demander une conservation à sa nationalité mauritanienne d'origine par décret. Ça veut dire que c'est cette contrainte qui pèse, qui a fait que le gouvernement a fait de sorte pour apaiser la situation, le gouvernement a fait de sorte de modifier cette loi. Donc on n'a plus besoin d'écrire. On n'a plus besoin d'écrire. Je conserve la mienne. À compter de la date de la promulgation de la loi à l'Assemblée nationale, il n'y a plus besoin de faire aucune demande pour être Mauritaniens. C'est-à-dire qu'ils sont des Mauritaniens au même titre que nous qui n'ont pas une double nationalité. Donc ça reflète quand même une jouissance, et vraiment c'est quelque chose de très important, quelque chose quand même qui satisfait tous les Mauritaniens, aussi bien qui sont là et qui sont à l'étranger. Madame Koumba, on va évoquer un peu les jeux de cache-cache auxquels se livraient certains Mauritaniens qui avaient deux passeports. C'est-à-dire qu'une fois arrivé en territoire national mauritanien, ils faisaient sortir le passeport mauritanien pour éviter de payer peut-être les visas. Vous êtes au courant? Non, je ne suis pas au courant et je ne pense pas que cela soit possible. Parce que c'est digitalisé quand même. Et je ne pense pas. Bon, de toute façon, ça c'est des pratiques qui ne sont pas normales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses malgré elles, mais une fois que les choses vont rentrer dans l'ordre... Voilà. Peut-être oui, mais je ne peux pas. Mais effectivement, ça peut conduire à des gens à faire des choses comme vous le dites. Je n'ai pas la preuve, mais peut-être oui. Tout ça, c'est un problème d'une importance capitale qui est réglée ici. Non seulement ça va vraiment faciliter les voyages,
les enfants qui sont nés, on va se répéter, vaut mieux dire une parole 10 fois que de dire tout le temps quelque chose de différent. Et les enfants qui sont nés là-bas vont se sentir à part entière des Mauritaniens. Et le développement socio-économique du pays, ça va faciliter toutes les démarches administratives pour les Mauritaniens de la diaspora. Parce que comme il disait tout à l'heure, pour un parent qui est mauritanien, il y a même des gens qui ont perdu leur carte de séjour, qui ont perdu leur résidence. Vous imaginez ce que ça fait? Parce que pour être résident en France, par exemple, que je connais bien, mais c'est la croix et la bannière. Il y a des gens qui sont là-bas pendant 10 ans, ils n'ont pas de résidence. Et quand on se bat pour cette résidence-là de 1 an, on n'a plus de passeport, on ne peut pas avoir un nouveau passeport, c'est-à-dire les passeports biométriques, parce que tout simplement, on n'est pas enrôlé. Et c'était très difficile. Donc, pour revenir à ce qu'il vient de dire, pour l'apport économique du pays, en tout cas, ce n'est même pas seulement... Maintenant que je suis dans le bureau, dans l'union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde, j'ai vu que c'est toute la Mauritanie. C'est la Mauritanie, la diaspora mauritanienne dans sa globalité. Avant, je connaissais seulement la diaspora du Guidi-Maha. Même en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Mais là, c'est la Mauritanie dans sa globalité. Parce que certains pensent que c'est tel ou tel. Non, c'est tout le monde qui est concerné par ce problème-là. C'est tout le monde. Donc ça, il faut qu'on soit clair. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'apport de la diaspora mauritanienne. Moi, je peux me poser la question, à quoi va me servir un Mauritanien qui est à l'étranger, s'il lui donne la nationalité? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il apporte beaucoup. C'est une question que je me pose, moi. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Il a préféré la nationalité étrangère. Vous dites que c'est malgré lui, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il va m'apporter en contrepartie? Si je lui offre la nationalité mauritanienne, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ils investissent. Les populations, la diaspora mauritanienne, sur le plan socio-économique, tout le monde sait que, par exemple, au Guidi-Maha, par exemple, je prends toujours mes exemples sur le Guidi-Maha parce que c'est chez moi, voilà, et je suis vraiment en contact permanent avec cette diaspora-là. Quand il y a des manquements de l'État, c'est qui est normal. L'État ne peut pas tout faire. C'est la diaspora qui prend le relais. Les écoles communautaires, c'est la diaspora chez nous. Les dispensaires, c'est la diaspora. Les PMI, c'est la diaspora. Et même maintenant, la semaine dernière, j'ai vu les femmes de la diaspora dans le village qui ont mis en place une boutique communautaire pour baisser les denrées alimentaires dans ce village-là. Donc ça, c'est un apport énorme. Et pendant même la période de la première vague de coronavirus, il y avait des médecins à l'étranger qui sont venus ici apporter. Ils ont beaucoup apporté. Donc l'apport de la diaspora, je crois que vous posez la question pour que je réponde, mais elle est connue. C'est pour avoir un éventail, pour donner plus de détails sur cela. Et vous qui êtes, on revient un peu sur vos origines, vous êtes de Djawel, c'est ça? Oui, je suis de Djawel. Vous pouvez donner des exemples de l'apport de la communauté mauritanienne étrangère? Oui, la diaspora a contribué beaucoup au développement. Ils ont construit là-bas un grand centre de santé dont toute la commune de Djawel vient se soigner là-bas. Donc aussi, ils ont construit des écoles, ils ont fait la réfection des écoles. Ils ont aussi créé des coopérations en quelque sorte avec d'autres pays, comme les Français, qui viennent souvent chez nous, qui apportent aussi des contributions pour le développement aussi bien économique que culturel. Donc on peut dire que la diaspora joue un rôle essentiel pour le développement du pays. Donc on est vraiment satisfait de cette loi dans la mesure où, comme je vous ai dit, chez nous quand même à Djawel, et comme elle a dit aussi ses ailes à Guidi-Maha, je pense que de manière générale, en Mauritanie, c'est partout, diaspora là où il est, il joue un rôle essentiel pour le développement. Madame Komba, il y a certains cas des Mauritaniens qui sont à l'étranger, qui refusent même d'acquérir la nationalité étrangère, de crainte à l'époque de perdre la nationalité mauritanienne parce qu'ils sont tellement attachés à leur pays qu'ils ne veulent même pas avoir la nationalité étrangère parce qu'ils savent qu'ils vont perdre la nationalité mauritanienne et ça va avoir des inconvénients. Exactement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pris pour cette raison-là. Parce que tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que je suis mauritanienne, mais nous travaillons beaucoup, parce que moi je suis aussi de la société civile. Nous travaillons beaucoup avec les diasporas maliennes, sénégalaises, un peu partout dans le monde. Et quand même, il y a une particularité mauritanienne
qui est la patrie. Tout ce que le Mauritanien cherche là-bas, c'est pour ramener en Mauritanie. Donc, ils se disent que si j'ai la double nationalité et que je ne peux pas jouir de tous mes droits en Mauritanie, je préfère prendre la résidence, parce que la résidence, il n'y a pas de condition. On est résident, on peut... D'ailleurs, une résidence, par exemple en France, quand on a la carte de séjour de 10 ans, ben c'est comme le passeport. C'est mieux que le passeport, parce que le passeport, c'est tous les 5 ans qu'on change. Alors que la carte de résident, c'est tous les 10 ans. Donc, ils préfèrent garder cette résidence-là. C'est vrai que là-bas, ils ont des restrictions aussi. Quand tu es français, ce n'est pas comme quand tu es résident. Mais ils sont tellement attachés à leur pays, à leur patrie et à cette valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter, ils préfèrent renoncer à cette double nationalité à l'époque. Mais maintenant, Dieu merci, alhamdulillah, comme on dit chez nous, il n'y a plus ce problème-là. Ce qu'il vient de dire qui est intéressant, c'est surtout que les gens peuvent avoir leur nationalité sans condition. Sans condition aucune. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'urgence. Oui, mais avant cela, il faut que la loi soit votée par le Parlement. Vous pensez que quand est-ce que ce projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez une idée? Non, je n'ai pas une idée exacte par rapport à ça. Je n'ai pas une idée par rapport à ça. Mais quand même, je pense que ça ne va pas tarder parce que c'est l'attente de tout le monde, y compris le Parlement. Parce qu'une loi, quand elle est proposée, il y a un examen de la loi, il y a des propositions, il y a des amendements. On la discute, on diminue certaines choses, on augmente. Et peut-être que certains espèrent que ces restrictions seront levées ou certaines d'entre elles seront levées. Moi, quand même, j'ai de l'espoir que cette loi elle sera adoptée au Parlement. Et après le reste, on verra, comme ils ont bien dit, que le reste, il y aura une liste la liste sera complétée par un décret. La liste des incompatibilités sera en quelque sorte complétée par un décret. Et donc, le Parlement aussi, ils ont un mot à dire par rapport à ça. Ils ont un grand mot à dire par rapport à ça. Et ils se soucient aussi des intérêts de la diaspora, les intérêts des Mauritaniens. Et certainement, tout ce qu'ils feront, ça va rentrer dans le cadre d'œuvrer pour la promotion et le développement du pays, donc pour aider la diaspora. Je pense que les gens ont des soucis, mais ces soucis-là ne doivent pas être aussi trop élevés par rapport à ça. Je pense qu'ils doivent aussi comprendre que cette loi, ce projet de loi n'est que le fruit de leurs revendications. C'est le fruit de leurs revendications. C'est-à-dire que c'est les doléances qu'ils avaient demandées au président de la République, son Excellence le président de la République, lors de la campagne électorale. Donc ça, c'est une partie des engagements du président de la République qui a été en quelque sorte accepté ici. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, les gens ne doivent pas avoir peur, ils doivent se concentrer, patienter et attendre. Je pense que les bons moments vont venir. Vous êtes membre d'un bureau, rappelez-moi le bureau, je l'ai déjà ici écrit. C'est l'union des bureaux de la communauté mauritanienne dans le monde. Ça veut dire quoi? Bon, ça a été créé en octobre 2020, à la suite de plusieurs réunions. C'est récent, ça? Oui, c'est récent. Parce qu'on s'est dit que c'est à la suite de plusieurs contacts, plusieurs réunions de certains membres de la diaspora dans le monde, à travers le monde. Ils ont fait un lien, tous les acteurs, les membres de la diaspora qui voulaient s'inscrire, surtout ceux qui avaient des associations, ceux qui aussi participaient, comme on disait tout à l'heure, qui faisaient des va-et-vient. Parce que, par exemple, une personne comme moi, on peut dire j'ai un pied là-bas et un pied ici. Et il y avait beaucoup de personnes dans mon cas. Donc on s'est dit qu'on a vu la diaspora sénégalaise, on a vu la diaspora malienne, qui sont vraiment très très bien organisées. Et cette union s'est posé la question, pourquoi pas organiser notre diaspora et que cette union va être maintenant le relais entre la diaspora et l'administration. L'administration mauritanienne. Ça peut aider et la diaspora et l'administration. Parce que notre diaspora, vous pouvez trouver par exemple en France 10 à 20 associations, si je peux dire, je peux me permettre, qui ont les mêmes objectifs. Et je suis sûre que c'est le cas aux États-Unis, le cas en Chine, parce que je discute souvent avec les membres de la diaspora dans ces différents pays et que moi-même j'ai fait des pays par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc on s'est dit, pourquoi pas parler ensemble, se regrouper, mettre nos synergies ensemble pour pouvoir
mettre des doléances claires et nettes qui vont non seulement nous aider et aider l'État aussi à connaître le potentiel de la diaspora. Peut-être le potentiel économique, tout le monde le sait, mais elle n'est pas aussi bien organisée comme au Mali et au Sénégal. Et bon, nous qui sommes surtout en France, nous avons vu parce que la diaspora malienne, c'est comme la diaspora mauritanienne du Sud, parce que c'est la région de Caille. Nous avons les mêmes préoccupations. Et on sait que ces gens viennent de loin. Donc, il y a eu plusieurs étapes et l'Union est en train de passer par ces étapes. Et nous sommes en contact avec eux pour vraiment, en tout cas, l'objectif global, c'est d'organiser... de participer au développement des exactement, pays, la diaspora mauritanienne dans le monde et être aussi entre la diaspora et l'État et puis pour permettre à cette diaspora de participer au développement socio-économique de notre pays. C'était donc la revendication principale de... Exactement. C'est ce que vous avez posé au président de la République quand vous l'avez rencontré. Nous l'avons rencontré, le président de la République, et la semaine dernière, mes collègues, parce que dans la diaspora, dans le bureau des communautés mauritaniennes de la diaspora, il y a des députés. Les députés de la diaspora de l'Europe, il est dedans. Celui de la Côte d'Ivoire fait partie. Donc, il y a les députés qui sont... Et la semaine dernière, ils ont rencontré le ministre des Affaires étrangères. Ils ont rencontré le ministre de l'Habitat. Parce qu'on a vu que dans les pays voisins, comme le Sénégal, que je connais très bien, et le Mali, ces ministères-là doivent travailler en étroite collaboration avec la diaspora. Donc, je dirais, ces trois ministères, le ministère de la Justice pour les lois, qui vont nous faciliter la vie, y compris bien sûr le ministère des Affaires étrangères, et aussi le ministère de l'Habitat. Pourquoi le ministère de l'Habitat? Par exemple, quand vous regardez le Sénégal, la Banque de l'Habitat du Sénégal, il y a tout un quartier, je ne sais pas si vous êtes, tout un quartier pour la diaspora, pour leur faciliter le crédit à l'immobilier. Donc, on s'est dit, pourquoi pas nous avoir des facilités de crédit, pour faciliter aussi le retour. Pour faciliter aussi le retour. Parce que c'est que le Mauritanien est tellement attaché à son pays qu'il veut finir la fin de ses jours ici. La préoccupation principale des ressortissants de la diaspora, que ce soit des médecins, des ingénieurs, des étudiants qui sont encore là, ils sont là, je suis venu pour étudier, je vais retourner en Mauritanie. Les ouvriers, à la retraite, je rentre chez moi. Donc, c'est l'attachement. Exactement. Donc, il faut préparer cette retraite-là. Donc, on a besoin de l'écoute. On a déjà l'écoute des autorités publiques, parce que comme je vous ai dit, on a rencontré les ministres et aussi la directrice chargée de l'investissement. Donc on continue, c'est une jeune association qui vient de se créer, mais vraiment on voit qu'elle a de l'avenir parce qu'on s'inspire aussi des exemples de nos voisins, on travaille beaucoup avec eux. Voilà. Monsieur Ngaïdé, parce que on va faire un dernier tour de table, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez une idée du processus qui a été engagé avant même le projet de décret qui a été adopté, le projet de loi qui a été adopté au Conseil des ministres? Oui, c'est venu comme ça ou bien il y a eu des discussions, des concertations? Comme je vous ai dit, c'est-à-dire que ce projet de loi, c'est un engagement du président de la République vis-à-vis de la diaspora. C'est-à-dire que c'est un engagement électoral, c'est-à-dire qu'il vient d'être satisfait. En 2019, je me rappelle qu'il y avait une commission interministérielle qui était chargée de revoir cette question. Cette commission, il y avait le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, la Direction générale de la Sécurité nationale et le directeur de l'État civil, directeur général de l'État civil. Donc ça, c'est un processus qui a toujours existé. En tout cas, depuis 2019, ils étaient en train de préparer les procédures pour aboutir à cette situation. Parce que ça demande des études, c'est des choses qu'on ne peut pas se réveiller un bon jour et changer, ça nécessite beaucoup d'études. Donc c'est pour cette raison, nous, depuis 2019, pratiquement, on a envoyé plus de 300 et quelques dossiers à la présidence, mais on savait que tôt ou tard, que ces dossiers ne seront pas signés, mais que le président est en train de satisfaire l'engagement qu'il a pris envers la diaspora. Donc c'est pour vous dire que ce processus a été préparé et étudié depuis 2019. Donc c'est un processus qui a été bien fait, qui a été bien ficelé avant. Comme je vous l'ai dit, c'est un dernier tour de table. Si vous avez une remarque ou
Quelque chose dans ce sens à ajouter? Non, bon, ce que je peux dire, c'est, bon, on a fait le tour, c'est encore de remercier le président de la République de nous avoir écoutés. Et que cette loi va faciliter la vie des diasporas mauritaniennes à l'étranger et partout dans le monde. Parce que c'était une question qui nous tenait à cœur et qui lésait beaucoup de gens, des Mauritaniens. Maintenant, ils vont se considérer comme Mauritaniens à part entière. Et j'espère, comme vient de nous dire M. Ngaïdé, qui nous a éclairé ce soir, pour dire que peut-être qu'il y aura un décret d'application qui va accompagner la loi. Et je suis sûr que, je l'espère en tout cas, que ce décret d'application va répondre à toutes nos questions, à toutes les questions que se pose la diaspora. Est-ce que les restrictions qui ont été évoquées tout à l'heure vont être prises en compte pour que toute la diaspora dans sa globalité puisse apporter sa valeur ajoutée au développement socio-économique de notre pays. Nous aussi, de notre côté, ce que nous espérons, c'est qu'avec ce projet de loi et éventuellement la loi qui sera votée, que les Mauritaniens de l'étranger, la diaspora, fassent un plus grand effort à l'égard du pays. Ce sera donc la fin de cette émission. Je rappelle que j'ai reçu M. Ngaïdé Abdoulaye Djibril, qui est directeur adjoint à la direction des affaires civiles et d'ISO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai reçu également Mme Koumba Kamara, qui est membre de l'Union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde. Merci d'avoir répondu. Chers téléspectateurs, c'est la fin donc de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous retrouverai bientôt, Inch'Allah. En attendant, continuez à suivre le petit écran de Mauritanie. تشكل ولاية غورغول منطقة زراعية تمتلك مقدرات مائية كبيرة تجعل منها قطبا زراعيا متنوعا بفعل المؤهلات الهامة التي تتوفر عليها ومناخها المتميز والملائم للزراعة. وفي ريف الولاية تلعب المرأة دورا محوريا في تطوير الزراعة خاصة في مجال زراعة الخضروات، حيث تنتشر في مختلف مقاطعات غورغول عشرات التعاونيات التي تعمل بها مئات النساء المنتظمات ضمن تكتلات وتعاونيات زراعية. وفي بلدية جولة الواقعة على ضفة النهر تحضر المرأة بقوة في المشهد الزراعي، حيث تعتبر الزراعة النشاط الأبرز في هذه البلدية والذي يستوعب النساء في إطار مشاريع لزراعة الخضروات. إن هذا التكتل النسوي يضم 6 تعاونيات زراعية تضم في عضويتها أزيد من 500 امرأة تزاول الزراعة هنا في بلدية جول. وقد قدمت لنا الدولة الدعم اللازم لتطوير إنتاجنا من الخضروات المتنوعة، وحققنا هذه السنة محاصيل كبيرة تم توجيهها إلى الأسواق الوطنية. ونستغل حاليا 5 هكتارات تم توفير المياه لريها، ونحن على استعداد لزراعة مساحة أكبر إذا توفرت الوسائل الضرورية لذلك. وفي منطقة القصيبة تساهم المشاريع الزراعية في امتصاص البطالة وخلق موارد اقتصادية لنساء القرى والتجمعات السكنية من خلال استصلاح وتجهيز مساحات خاصة بزراعة الخضروات ضمن توجه حكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. نديروا شيء قالوا الخضروات قاطبة في سبومة وكاروت ونافع وبرجي وصلات ودلقاء كامل نديروا فيه، فتبارك الله منتاجين ونمشوا ونقيسوا السوق ونبيع شور وما شاء الله ونجيهم اللي تبارك الله مستفادين منه، فتبارك الله. عدن من قرياس
لقد وفرت لنا الدولة السياج وآليات اللازمة التي مكنتنا من استصلاح وزراعة مشروعنا، وحصلنا والحمد لله على حصاد وفير من الخضروات، وهذا بفضل جهود النساء هنا ومواكبة قطاع التنمية الريفية، خاصة مشروع تنمية الشعب الشاملة. ويواكب قطاع التنمية الريفية من خلال مشروع تنمية الشعب الشاملة المشاريع النسوية المتخصصة في مجال الخضروات عن طريق توفير السياج والمدخلات الزراعية والتكوين والإرشاد. هذا المشروع الزراعي يضم عشرات النساء وهو متخصص لزراعة الخضروات، وقد تمكنا من زيادة المحصول هذا العام الذي يعود علينا بفوائد مادية معتبرة مع تحقيق اكتفاء ذاتي لهذه القرية. إن مشروعنا شهد مؤخرا وجود الآفات الزراعية التي أثرت على التربة والمنتوج، ونتمنى أن نتغلب على هذه المشكلة بالتعاون مع المصالح الزراعية. قدر من الآليات مقترنين الرص اللي شي في داخلنا وهمنا ومصطحبين إليه ومستفادين منه بكبيرنا وبصغيرنا الحمد لله رب العالمين، وزيادتنا راجينها انها تعود أكثر بهذا العمل اللي احنا واحدين فيه. الحمد لله جرديه ناتجين منها وناتجين منها أماننا الحمد لله مستفادين منها. الضعيف منها الحمد لله يستند به اللي الحمد لله اللي يجبر من الخضرة واللي يجبر من ذا كامل يبيعوا ويستفاد منه الراس واللي تركته واللي أصحاباته اللي معاه. معناه أن في زيادتنا زينة وكاملة في اللي احنا جايين به. وتأمل المرأة المزارعة في غورغول إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مساهمتها وحضورها في المشهد الاقتصادي والتنموي لهذه الولاية الحدودية.